Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes maire de Nice, vous êtes aussi un de ceux qui animaient la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes le premier vice-président délégué. Vous êtes un de ceux qui animaient beaucoup le débat sur la question des maintiens de l'ordre. La loi anti-casseurs arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle provoque une forme de schisme, en tout cas une fêlure au sein de la majorité de La République En Marche. Et beaucoup de gens se disent cette loi, elle est bien contre les casseurs, mais elle est soit liberticide, soit insuffisante. Est-ce que vous, si vous étiez député, vous voteriez cette loi? Ah oui, je la voterai sans état d'âme aucun. Cette loi a été initiée par les sénateurs républicains. Bruno Retailleau en particulier. Et Bruno Retailleau, et je salue vraiment la pertinence de ce texte. Je regrette d'ailleurs qu'il ait été revu à la baisse sur la pression d'un certain nombre de députés En Marche. Oui. Malgré tout, un certain nombre de députés républicains, et je m'en réjouis, vont la voter. Il y a de très bonnes mesures. Par exemple, le fichage des manifestants violents. Des manifestants qui ne devront plus s'approcher d'un certain périmètre. Alors précisément, ça c'est un des points qui provoque un gros débat. Est-ce qu'il revient au préfet ou est-ce que ce n'est pas plutôt un juge qui devrait prononcer ce genre d'interdiction de manifester? Moi, je préfère toujours les dispositions administratives. Au moins, elles sont efficaces. Et d'ailleurs, on voit que dans le domaine des hooligans, les dispositions que nous avions prises avec Nicolas Sarkozy sur la fréquentation des stades a été à cet égard extrêmement efficace. Mais on est dans un domaine plus difficile à gérer. Les libertés publiques sont compliquées à équilibrer et une partie, par exemple, des députés qui contestent cette disposition disent « Imaginons qu'un gouvernement extrémiste soit placé à la tête de la France, il peut faire interdire des manifestations comme bon lui semble. » Moi, j'estime que quelqu'un qui a porté atteinte à l'intégrité physique ou à un bien public ou à un bien privé, figurer sur un fichier quel qu'il soit, c'est pas une anomalie. Il faut arrêter cette grande tradition de laxisme qu'il y a dans notre pays, ce mouvement idéologique qui considère que notre société ne peut plus être protégée contre les plus violents. Il y a une mesure qui manque d'ailleurs dans ce fichage. Laquelle? Et que je réclame à corps et à cri. C'est qu'enfin, on accorde une reconnaissance faciale. Parce que vous voyez bien que sur le mode opératoire des manifestants aujourd'hui, qui ne sont plus des manifestants qui partent d'un point A pour aller à un point B, mais qui affluent de toutes parts, ils sont éparpillés. Ouais. Ce serait tellement facile pour les forces de sécurité, avec une reconnaissance faciale, biométrique, de pouvoir immédiatement identifier où ils se situent pour les interpeller. La plupart du temps masqués, ou des lunettes ou un masque sur le bas du visage. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies, que je vais d'ailleurs expérimenter. Vous allez faire à Nice? À l'occasion du carnaval, à partir du 15 février prochain Reconnaissance faciale. À Nice. Oui, nous allons faire une expérimentation à partir de gens qui auront donné leur feu vert pour faire partie de cette expérimentation. Nous avons déjà fait la démonstration scientifique que même avec des lunettes et même avec un masque, aujourd'hui, on est capable de pouvoir démasquer. Parce qu'il y a de la vidéo un peu partout dans votre ville, à Nice. Oui, puis surtout avec des logiciels extrêmement évolués aujourd'hui et des processus technologiques et scientifiques extrêmement évolués. Et il n'y a pas de contestation à Nice, par exemple, sur ce projet? Personne ne dit attention, danger, liberté publique, liberté de circuler, anonymat des gens dans la rue? Bien sûr, il y a cette contestation. Mais Nicolas Bétou, puis-je vous dire une chose? Vous pensez que vous n'êtes pas fiché, vous? Fiché, en tout cas, suivi ne serait-ce que par les téléphones portables, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, tous vos faits et gestes, tous vos déplacements, en matière de géolocalisation, avec vos tablettes, vos téléphones, etc., la moindre application à laquelle vous vous connectez, on est tous fichés. Mais ça n'est pas forcément et on est policier. Beaucoup plus fichés, on est beaucoup plus fichés, beaucoup plus identifiés que des systèmes de fichage anti-casseurs pourraient le faire. Mais ça n'est pas forcément policier, Christian. Franchement, c'est la différence. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pour ceux qui disent aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est une privation de liberté. Mais c'est fini, il n'y a plus de liberté aujourd'hui. Ce sont les premiers à être fichés qui demandent aujourd'hui à ce qu'on ne soit pas fiché. Vous êtes aussi le président d'une commission nationale qui travaille sur les polices municipales. À Nice, il y a une police municipale, elle est armée. À Paris,
un débat s'instaure. Anne Hidalgo, qui a longtemps été contre la police municipale, est en train d'en faire installer une à Paris, mais elle ne sera pas armée. Ça sert à quelque chose? Oui, je dis que si Anne Hidalgo a pour objectif d'habiller en policiers municipaux ce qu'on appelle des adjoints de voie publique, et de changer simplement leur uniforme sans exiger une qualification, un port d'armes, etc., ce sera une mesure totalement inutile. Donc je salue le fait que Anne Hidalgo, alors que mes amis les Républicains à Paris depuis des années réclament une police municipale, comme Philippe Goujon par exemple, mais qu'elle aille jusqu'au bout. En tant que président de la Commission nationale des polices municipales, en tout cas, je ne peux que l'y encourager. Donc pas armé, ça ne sert à rien. Mais ce sont des cibles en plus. Parce qu'à partir du moment où on porte une tenue de policier, vous savez pertinemment qu'un policier en garde statique ou en situation mobile sur la voie publique, aujourd'hui, s'expose à tout. Et nous avons à les protéger. Si le délinquant qui est en face ne sait pas qu'il peut riposter avec une arme, ça devient une cible potentielle. Moi, je veux qu'on protège les policiers municipaux et qu'ils soient traités à égal des forces de gendarmerie, de police nationale. La police municipale en France, ça représente en matière de sécurité intérieure 20% des effectifs. Ils ont aujourd'hui la possibilité de porter exactement les mêmes armes et d'avoir les mêmes moyens de communication. Il faut que Paris et son maire et ses élus aient la détermination à franchir ce pas. Crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron continue son tour de France, des débats, toujours au moins 6 heures de discussion, quel que soit le public. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit organiser un référendum pour sortir de cette séquence? Je le réclame et j'ai été le premier à le réclamer depuis le début de la crise et encore plus depuis l'ouverture du débat public. Emmanuel Macron a bien fait de lancer ce grand débat. Et nous voyons d'ailleurs qu'il intéresse plus ou moins. Il est animé en tout cas. Il est animé, il vit. Mais comment on en sort? Référendum? Et en même temps, vous voyez qu'on continue à avoir des crispations extrêmement fortes, de mouvements de plus en plus radicalisés, de gilets jaunes. Donc je ne veux pas que ce grand débat se transforme en grande frustration. Le seul moyen aujourd'hui de permettre à ce grand débat, vous vous rendez compte, il faut tenir jusqu'au 15 mars. Ouais, jusqu'au 15 mars. C'est long. Vous avez une majorité de Français qui disent que c'est bien, mais qu'ils n'y croient pas. Et donc, parce qu'ils ont du mal à voir la sortie. Alors effectivement, le seul moyen d'offrir une perspective, c'est de dire aux Français, je vais vous offrir la possibilité de vous prononcer sur un certain nombre de points. Lesquels? Quels thèmes? Institutionnels, économiques, fiscaux, sociaux? Vous avez raison de poser cette question. Institutionnel, je ne suis pas certain que ce soit ce qui passionne le plus et ce qu'attendent le plus les Français. Des mandats, voilà. La baisse du nombre des parlementaires, éventuellement le vote blanc. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait ces questions qui soient posées au plan institutionnel. Mais si à côté des questions institutionnelles, il n'y a pas des questions d'ordre économique et social, voire fiscal, alors je crains qu'on ne calme personne. Il faut un référendum, ISF, ou impôt sur le revenu, il faut un référendum? Écoutez, l'ISF, il n'y a pas besoin de référendum, puisque c'était un engagement du candidat Macron et que les Français ont tranché à l'élection présidentielle. Donc ce point-là est tranché et il ne doit pas revenir dessus. Tout ce qui a été tranché par l'élection présidentielle ne mérite pas qu'on revienne dessus. Mais par contre, quand Emmanuel Macron décide de désindexer les pensions, par exemple, ce n'était pas prévu dans le programme présidentiel, ça me semble-t-il. Et donc ça, c'est une question qui doit être posée. Lorsque je vois que sort beaucoup des débats la suppression ou une grande partie de la suppression de l'impôt sur les droits de succession, qui pour moi est une injustice la plus totale, et y compris et surtout pour les foyers les plus modestes. Travailler toute sa vie pour transmettre son bien à ses enfants, là où en général ils sont obligés de le vendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de le garder, c'est une vraie question. Et puis, donc vous voulez dire qu'il ne faut pas toucher aux droits de succession, c'est ça que vous dites? Il faut au contraire élargir encore plus le fait qu'on puisse exonérer les droits de succession et la possibilité de transmettre. Les produits de première nécessité en matière de pouvoir d'achat sont un vrai sujet. Et accorder un bonus aux collectivités
qui renforceront des mesures de pouvoir d'achat en matière de cantine scolaire, en matière de coûts des transports les plus faibles possibles, etc., à mon avis, sont de vrais sujets qui peuvent être... Qui peuvent intéresser les Français et on peut leur demander un vote. Vous avez été ministre de l'Industrie, jadis, et vous avez beaucoup bataillé contre la Commission européenne chaque fois qu'elle essayait d'imposer soit une forme de morcellement des industries en Europe, soit qu'elle s'opposait à des regroupements, justement. Alstom et Siemens sont en train d'essayer de se rapprocher. La Commission européenne, selon toute vraisemblance, devrait interdire demain ce rapprochement qui était conçu à l'origine pour lutter contre une concurrence chinoise. Rien n'a changé? Écoutez, avec Nicolas Sarkozy, on a mené un grand combat contre l'Union européenne à propos d'Alstom. C'était la volonté du démantèlement d'Alstom entre la branche ferroviaire, la branche navale et les services. Ça s'est passé. D'accord, on a tenu bon. Aujourd'hui, alors que l'Europe, face à la puissance asiatique, chinoise, américaine, aujourd'hui a besoin de bâtir de grands groupes européens, s'opposer à une fusion entre Siemens et Alstom, c'est totalement contre-productif. On sait très bien que la bataille de la croissance pour l'Europe tout entière passera par la capacité à bâtir des ETI et de grands groupes qui, en matière de recherche, d'innovation, de production, seront capables d'être extrêmement compétitifs. C'est un non-sens. Ça doit être un des sujets de la campagne électorale de la liste Les Républicains. Enlever ce pouvoir à la Commission de s'opposer à ce genre de concentration? Moi, je ne doute pas que les Républicains, en tout cas, s'engagent dans cette voie, mais ma qualité d'ancien ministre de l'Industrie qui a toujours défendu cette voie, je le suggérerai, comme je peux le suggérer aussi à la liste du président de la République. Il est essentiel que ceux qui se font les porteurs d'une France qui soit un pilier central en Europe se battent pour que nous ayons cette capacité, avec d'autres partenaires européens, à bâtir ces grands groupes. Un dernier mot, vous soutiendrez quelle liste? Naturellement, j'ai vocation à soutenir la liste de ma famille politique. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'intention de faire la moindre ingérence, puisque je n'appartiens pas aux instances qui décident. Je regarde avec plus ou moins d'inquiétude la manière dont elle se constitue, mais peu importe, on peut considérer qu'il y a un rajeunissement, un renouvellement, on verra dans quelle proportion, on verra si ma région est représentée, et puis surtout ce qui m'importe, puisque vous savez, on dit toujours que c'est un combat national, pour moi c'est aussi un combat essentiellement régional. Quand je vois ce débat où le gouvernement voudrait revenir sur le fait que les crédits européens qui aujourd'hui bénéficient énormément aux régions ou aux métropoles comme la mienne pour pouvoir avoir des investissements productifs, c'est un sujet auquel je suis extrêmement attentif, et que nous ayons des députés qui se battent pour défendre nos régions, c'est important. Peser dans ce sens-là. Donc je regarderai bien sûr très attentivement le projet plus que les hommes et les femmes qui incarneront les listes. Merci Christian Estrosi.